Eh ben non, elle est beaucoup trop haute. Elle est beaucoup trop haute. Ah, ben on va recommencer. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Pourquoi je mets toujours les photos beaucoup trop hautes? Bon, ça ira. Oui, ça ira. Je la mets en bas. Ouais, c'est mieux en bas. Hein, dites-le. C'est mieux en bas. Vous trouvez que c'est mieux en bas? C'est mieux en bas. La première nouvelle du jour nous conduit à Kagoshima où un étudiant de 18 ans a été arrêté pour le meurtre d'une femme. Le meurtre s'était produit en novembre et le jeune garçon vient d'être arrêté. Un lycéen de 18 ans a été arrêté samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, pour avoir poignardé à mort une femme sur une île du sud-ouest du Japon, donc Kagoshima, au large de Kagoshima, l'année dernière. Il faudrait que je vous en reparle en détail un de ces jours dans une émission consacrée, parce que ça ressemble un peu à une des vidéos que j'ai faites il y a très longtemps. Le suspect est accusé d'avoir poignardé à mort Madame Kikochi Sako à son domicile sur l'île de Kotonoshima, dans la préfecture de Kagoshima, le 20 novembre. C'est l'anniversaire de mon frère. Il a reconnu l'accusation. Selon la police, l'étudiant et Madame Kikochi, une institutrice de maternelle à la retraite bientôt de 55 ans, qui avait des problèmes de santé, se connaissait personnellement puisqu'il a été un de ses élèves. La police a saisi le couteau qui a été utilisé, qu'il avait gardé chez lui et sur lequel visiblement ils ont retrouvé des traces de sang qui correspondent à celui de la victime. Madame Kikochi a été retrouvée en sang avec de multiples blessures sur tout le haut du corps, donc visage, poitrine et cou, dû à des coups de couteau le soir du 20 novembre, et la police est investiguée depuis lors. Veuillez m'excuser pour cette interruption volontaire de voix, que je vais remédier tout de suite. Et on a conclu assez rapidement à la culpabilité du jeune homme dont le nom n'a pas été révélé eu égard à son jeune âge. Il est encore mineur, considéré comme tel par la justice japonaise. Il semblerait qu'il y ait eu des problèmes qui datent de son passage à l'école maternelle, donc quelqu'un qui a la rancune tenace. Les preuves ont été accumulées par des témoignages du voisinage. Il y aurait eu une histoire de vol dans l'histoire et peut-être aussi de chantage, puisqu'il semblerait que le jeune garçon aurait pu entretenir une relation avec une autre enseignante dans un collège secondaire cette fois-ci, et que Madame Kikuchi était au courant et essayait de mettre un terme à cette relation. En tout cas, c'est ce qui se dit dans la presse locale, sachant que Tokunoshima est une toute petite île dans laquelle les choses se savent très très vite et soit restent pour toujours sur l'île, soit s'ébruitent très rapidement. En tout cas, les investigations sont en cours et je ne manquerai pas de vous faire part de la suite des investigations. Affaire à suivre. Alors, la nouvelle suivante nous conduit à Tokyo, où la police vient d'annoncer dans la soirée de vendredi avoir arrêté un ressortissant canadien soupçonné d'avoir introduit clandestinement des centaines de kilos de méthamphétamine cachés dans de grosses machines industrielles qu'il avait expédiées dans un conteneur depuis les États-Unis. La police métropolitaine de Tokyo a déclaré avoir arrêté mercredi, enfin, donc il y a 4 jours, monsieur Vincent Yatsum-Yang, un dirigeant d'entreprise de 38 ans, résident entre Yokohama et le Canada. La police a déclaré qu'elle pensait que le suspect avait des complices non identifiés et elle enquête toujours. La brigade anti-stupéfiants est sur le dossier. Elle a refusé pour l'instant de confirmer plus de détails de peur d'effrayer les éventuels complices. La police a trouvé quelques 320 kilos de méthamphétamine répartis en 321 sacs, contenant 1 kg chacun, voire un peu plus pour certains et un peu moins pour d'autres, à l'intérieur d'une grande fraiseuse industrielle expédiée depuis Los Angeles en décembre 2023. Selon la télévision,
et d'autres chaînes, la valeur marchande de la marchandise aurait été de 21,2 milliards de yens. Je vous laisse faire l'équivalence en euros, la conversion. La machine et les stimulants auraient été temporairement stockés dans un entrepôt de la ville de Koki, au nord de Tokyo, en attendant d'être récupérés par d'éventuels complices, mais la police est intervenue avant. Il y a eu une dizaine d'arrestations depuis mercredi, beaucoup dans les milieux, bien sûr, des dockers, pour des complicités évidentes. Ce monsieur Vincent Yatt est bien sûr mis en examen, risque la prison à perpétuité. 2 ressortissants canadiens, d'après ce que je vois, sont aussi interrogés par la police en ce moment. Un Français, bien entendu, et plusieurs Japonais dans le monde de l'industrie lourde et des travaux publics sont également entendus, mais aucun qui n'appartienne à des clans Yakuza officiels, reconnus et historiques. Pour l'instant, il semblerait que ce soit une autre sorte de délinquance organisée. Je ne manquerai pas, bien entendu, de vous tenir au courant des suites de cette histoire. Affaire à suivre. Hop, j'ai encore l'image dans la figure, tiens, comme c'est pas agréable. Pourquoi je fais mes... C'est n'importe quoi, parce que je suis pas sur la même caméra quand je mets mes images la journée, et voilà, c'est n'importe quoi. La nouvelle suivante nous conduit à Osaka, plus précisément dans les montagnes d'Osaka, près de Higashi Osaka, dans la préfecture d'Osaka, où un corps démembré a été retrouvé. Dimanche dernier, donc hier, presque avant-hier, et la police préfectorale d'Osaka enquête sur le meurtre potentiel d'un homme dont le corps a été retrouvé totalement démembré dans les montagnes. Selon la police préfectorale d'Osaka, les parties du corps de ce monsieur, qui aurait entre 40 et 50 ans, alors il manque encore 2-3 petits morceaux, ont été retrouvés vers midi, dans plusieurs endroits, par des promeneurs, dans un rayon d'environ 30 mètres, ce qui pourrait laisser penser à une dispersion par un prédateur, un animal sauvage de la région, possiblement un ours. Les policiers étaient apparemment à la recherche d'une personne disparue à ce moment-là et un promeneur leur a signalé avoir vu quelque chose qui pourrait ressembler à une partie de corps. La tête et les 2 bras du corps avaient été sectionnés et une autopsie a révélé que l'homme était mort depuis environ 1 mois. Voilà. La police a déclaré qu'il n'y avait aucun effet personnel, que les étiquettes avaient été découpées et que rien ne pouvait aider à identifier la victime. Ce qui prouverait donc que ce n'est pas un ours, puisque en général, les ours, même très affamés, ne découpent pas les étiquettes avec le nom et la marque sur les vêtements de leurs victimes. Ces montagnes-là sont très proches avec la frontière préfectorale, la frontière préfectorale avec Nara, ce qui pourrait aussi indiquer que la personne qui, d'après les premiers éléments d'identification, pourrait appartenir au milieu de Nara, donc Kyoto, a été amené à cet endroit-là pour que ce ne soit pas la police locale et que donc l'enquête soit un peu ralentie. Ça pourrait ressembler à certaines méthodes pratiquées dans certains clans Yakuza, notamment à Osaka et à Kyoto. Pour l'instant, l'enquête on est quasiment, c'est balbutiement, parce que l'homme a été enfin identifié grâce à quelques éléments trouvés sur lui. Sa dentition avait été quasiment réduite à néant. Donc voilà, peut-être même certainement la signature de la mafia. En tout cas, le corps n'a pas été dispersé, des traces de morsures ont été retrouvées sur les os qui étaient partiellement blanchis, on va dire, avec des traces de dents à certains emplacements, comme très souvent les corps qu'on retrouve dans les montagnes. Je vous en ai parlé assez régulièrement. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette enquête qui s'annonce mystérieuse et passionnante. Affaire à suivre. Hop là, je vais mettre ici, ça ira beaucoup mieux.
La nouvelle suivante nous renvoie à une affaire dont je vous ai parlé des dizaines de fois. Vous vous rappelez tous de 2019 et de l'incendie criminel des studios de KyoAni, de Kyoto Animation. Monsieur Aoba Shinji, qui est maintenant âgé de 46 ans, qui est l'auteur condamné, donc plus présumé de ces faits, a été condamné en dernier appel avant-hier à la peine capitale, voilà, par le tribunal et la cour d'appel du district de Kyoto. Pour mémoire, je vous rappelle qu'il avait attaqué les studios d'animation de Kyoto Animation, donc KyoAni. Il a tué 36 personnes. Il a été reconnu responsable de ses actes, même s'il a plaidé le manque de discernement, la folie, le machin, tout ce qu'il a pu pendant des années. L'équipe de défense d'Aoba, par la suite, et même lui, ont fait appel de la condamnation à mort. Ils ont fait plusieurs appels, se défendant, disant qu'il y avait des circonstances atténuantes, etc., il s'est dédouané de beaucoup de choses. Mais là, la dernière confirmation, eh bien, ils n'ont pas souhaité faire monter à la Cour suprême, ce qui est la dernière juridiction possible. Eh bien, l'équipe de défense n'a pas souhaité se pourvoir et aller jusqu'à la Cour suprême. Voilà. L'avocat de la défense, donc l'avocat de KyoAni, qu'on voit depuis le début, monsieur Okeda Daisuke, dont je vous parle pas mal dans la grosse vidéo que j'avais fait, lui refuse de commenter. Il affirme que l'entreprise pouvait pas réagir vraiment à l'annonce de la condamnation à mort. N'oublions pas que la plupart des familles des victimes, à part un ou deux, s'étaient montrées très dignes et très cold-blooded pendant cette affaire-là, en ne souhaitant pas la vengeance, mais juste la justice. Que l'appel à la vengeance, c'est-à-dire à la peine capitale, venait beaucoup de fans étrangers des studios de KyoAni. Donc le tribunal ça a été très long déjà parce qu'Aoba souffrait de multiples brûlures qui s'étaient auto-infligées en mettant le feu au studio. Le tribunal a reconnu quand même que Aoba souffrait d'un trouble délirant, mais que son comportement en l'occurrence n'a pas été affecté puisqu'il a planifié cette action pendant des semaines, voire des mois, avec des menaces à répétition par le biais des réseaux sociaux et par le biais d'appels et de courriers. Il a déclaré à maintes reprises que c'était une vengeance pour avoir été ignoré, voire snobé, voire plagié par les studios. Vous le savez, il a affirmé avoir envoyé une nouvelle pour un concours de scénario et de nouvelles, et il a affirmé que quelques années plus tard, eh bien, le studio avait sorti un de ses grands succès, K-On!, et qui était copié sur son scénario. Depuis, le tribunal a réussi à prouver, c'était une autre partie du procès, que cette nouvelle était elle-même copiée sur la nouvelle originale qui avait été écrite bien avant de K-On!, et que donc Aoba n'avait rien inventé du tout et qu'il n'y avait eu aucun plagiat, mais bon, tout le monde s'en doutait un petit peu. Voilà. Bien maintenant, il va rejoindre la prison très certainement d'Osaka et le couloir de la mort. En attendant son exécution, certaines familles de victimes, notamment le grand-père de Ono Megumi, qui est une des jeunes animatrices, une des premières à avoir été tuée dans l'incendie, qui avait à peine 21 ans, qui était une étoile montante des studios KyoAni. Le grand-père a exprimé son regret de voir une nouvelle mort. Alors lui est abolitionniste, ce brave homme, et aurait préféré qu'il reste à vie pour témoigner de l'horreur de ce qu'il avait fait dans une prison.
C'est un point de vue que je partage, bien entendu. Voilà, il y a eu des déclarations qui étaient assez troublantes, assez touchantes à l'annonce de cette sanction et du maintien de cette sanction. Écoutez, maintenant, la prochaine fois que je vous parlerai de cette affaire, ce sera pour vous donner la date de son exécution, qui devrait, à mon avis, arriver dans pas très longtemps, parce que Cry for Vengeance, comme on dit, affaire à suivre. Alors, là c'est pareil, je vais descendre la photo, je pense que vous la reconnaissez. Allez. La nouvelle suivante est une nouvelle nationale, puisque je vais vous reparler des suites et des non-suites du mouvement MeToo au Japon. En fait, il y a quelques jours, il y a eu un des procès qui tournait autour de hashtag MeToo au Japon, notamment avec Nakai Masahiro et d'autres qui ont été accusés d'avoir agressé beaucoup de jeunes journalistes, dont mademoiselle Ito Shiori, que vous voyez sur la photo en bas. Il se trouve que toutes ces affaires MeToo télévision, MeToo cinéma, MeToo dans plein de domaines de la vie culturelle, artistique et médiatique japonaise n'ont pas abouti. Voilà. La grande majorité des personnes nommées par les jeunes femmes et jeunes filles, certaines fois agressées, étaient des gens plutôt de grande notoriété. Notamment Monsieur Nakai, qui est quand même un des stars des animateurs de Fuji Telebi. Il a été mis en retraite anticipée, mais il n'y aura pas plus de sanctions que cela. À l'époque, en 2019, on se rappelle, ou en tout cas, moi je me rappelle, et je vous en avais parlé, que Madame Ito Shiori, que vous voyez sur la photo, avait remporté un procès civil historique contre un éminent journaliste de télévision qu'elle accusait de l'avoir iolé, qui avait reconnu les faits et qui pourtant a été très peu puni. Aujourd'hui, la parole s'est un peu libérée, mais c'est un peu libéré dans les deux sens, c'est-à-dire que énormément de jeunes starlets et de jeunes journalistes et de jeunes femmes des médias et du showbiz témoignent du calvaire qu'elles subissent dans divers médias, qui sont très peu suivis des faits. L'affaire de Mademoiselle Ito a été une exception avec cette non-condamnation, puisqu'il a juste perdu son poste à Fuji Televi. Mais bien la parole avait commencé à se libérer en 2019. Ensuite, il y a eu l'épisode Covid qui a totalement accaparé l'attention du public et qui a éclipsé ce mouvement. Je vous ai parlé du MeToo Cinema Japan l'an dernier, il y a 2 ans, dans lequel d'éminents metteurs en scène japonais étaient accusés, voilà, même dans le milieu du cinéma de genre. Même parmi les réalisateurs japonais les plus connus, dont le plus connu, qui a gagné des récompenses en Europe et ailleurs, était accusé par le MeToo Cinema Japan d'avoir abusé, d'avoir iolé, d'avoir abusé de leur position dominante pour abuser de jeunes, voire de très jeunes femmes et jeunes filles. Eh bien, il n'y a pas eu de procès pour le MeToo Cinéma, pour des raisons assez obscures. Le harcèlement est toujours de mise. On a pas mal de témoignages ces derniers temps sur les réseaux et dans des magazines. Il y a notamment quelques jeunes actrices dont certaines ont été nommées pour des récompenses internationales, qui ont témoigné, qui ont profité de leur passage aux États-Unis ou ailleurs pour témoigner de la réalité du cinéma et du monde du cinéma et de la télévision, éthiquement problématique, comme dit une des victimes. Ça devient de plus en plus
compliqué. Mademoiselle Ito, donc toujours la jeune femme, vous voyez sur la photo, est victime de harcèlement. Elle a été totalement ostracisée dans son milieu, donc elle ne travaille quasiment plus, personne ne veut l'embaucher. Elle déclare elle-même qu'elle se sent toujours très isolée, qu'elle est en dépression. Et pourtant, c'est elle la victime. Une des personnes mises en examen qui a été acquittée, mais pour laquelle il reste de sérieux doutes suite à des interventions politiques, lui a retrouvé du travail, est à la télévision et présente les nouvelles régulièrement. Voilà, je pense, et comme beaucoup depuis le temps que je vous en parle, qu'il n'y aura rien, que c'est un mouvement qui va retomber comme un soufflet, parce que la réalité du pays fait que... Alors, certains misent, j'ai entendu une jeune journaliste en parler, je ne sais plus sur quel média, il y a quelques jours, par rapport à cette affaire-là. Et cette jeune journaliste disait, avec raison, que, étant donné le changement actif dans le pays en ce moment, c'est-à-dire le renouvellement des générations, et puis surtout l'arrivée de populations étrangères de plus en plus, et également dans les médias, parce qu'on commence à voir dans des chaînes locales, dans des émissions du matin, etc., des présentateurs qui ne sont plus japonais, qui sont d'autres origines, soit métis, soit des personnes qui sont nées ailleurs et qui sont arrivées plus tard. On voit dans des matinales, notamment de Télé-Bien, présentateurs d'origine pakistanaise, je crois. Enfin, les choses commencent à changer, à évoluer, et il y a de fortes chances, d'après cette jeune journaliste dont je partage pas mal l'avis, que le fait d'importer aussi une éthique occidentale puisse faire changer les choses, évoluer les choses. Parce qu'il faut bien admettre que l'échec cuisant des MeToo, que ce soit télévision, presse, cinéma, est intimement lié à la culture japonaise, telle que je vous la décris depuis tant d'années. Voilà, je voulais vous parler de ça comme dernière information aujourd'hui, parce que j'avais espoir que quelque chose se passe, il semblerait que non. Donc affaire éternellement à suivre, j'en ai bien peur.